Salut les amis, soyez toutes et tous les bienvenus dans la collection d'Orpheus. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se passent bien. Moi en tout cas, pour ma part, tout va bien, donc c'est le top. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une review qui ne porte pas sur une figurine, comme vous pouvez le voir, mais sur une série de livres issus de l'univers Senseiya. Et donc j'ai le plaisir de vous présenter le spin-off Senseiya Sentia Show, donc, qui a été scénarisé par Masami Kurumada et couché sur papier par la mangaka Shimaki Kuori. Alors, qu'est-ce que Senseiya Sentia Show? Donc je l'ai dit, c'est un spin-off, hein, au même titre que Senseiya Lost Canvas Chronicles ou Episode G, étant donné que le Next Dimension est plus une suite qu'un spin-off, et qui a la particularité donc de se dérouler en parallèle à l'histoire principale. Alors, que veut dire le titre de ce spin-off? Sentia, ça veut dire littéralement suivante en japonais, et ce sont les suivantes de qui? Eh bien de Athéna. En gros, ce sont des chevalières qui sont là pour veiller à la sécurité rapprochée d'Athéna et également pour effectuer toutes les besognes nécessaires à la vie d'Athéna. C'est-à-dire qu'il faut laver, repasser, manger, faire à manger, laver la voiture, etc. C'est leur boulot. Leur existence est méconnue de tous les chevaliers du sanctuaire, à l'exception de certaines personnes, comme par exemple le grand Pop, qui lui a connaissance de leur existence. La deuxième partie du titre, Sho, eh bien c'est tout simplement le nom du personnage principal, ici, Sho, qui est une chevalière de bronze. Chevalière de bronze qui vous fait penser à un autre chevalier peut-être. Et c'est là que beaucoup de gens ont dit « Oui, c'est quoi ce manga avec cette chevalière de Pégase? C'est incohérent, c'est n'importe quoi. » Et bien c'est là que les gens se trompent. Parce que si vous regardez sur le tome 4 ici, Sho est accompagnée à ses côtés de Seyar de Pégase. Et Sho n'est pas la chevalière de Pégase, non. Elle est la chevalière de bronze du petit cheval. D'accord. Alors, dans cette série, au niveau des Sentia, je vais vite vous faire le petit tour d'horizon des protagonistes présentes au sein donc de ce groupe de chevalières. Donc il y a pour commencer, comme vous pouvez voir sur l'illustration, donc Sho, la chevalière du petit cheval, qui a également une grande sœur et dont la particularité est également d'être la chevalière de bronze du petit cheval. Alors, je ne vous dis pas pourquoi, je vous laisserai découvrir ça dans la lecture du manga si un jour vous êtes amené à le lire. Donc ce sont deux sœurs qui possèdent la même armure. Ensuite, on va retrouver dedans Elda, la chevalière de bronze de Cassiopée. D'accord. Chevalière que l'on rencontre dans le milieu de la série à peu près. On va retrouver également Mi Bénétole du Dauphin, Alicia de son prénom, qui est pour moi un petit peu le bras droit direct d'Athéna, qui a un charisme bien frappé, qui a des idées bien arrêtées. Très charismatique, franchement un beau personnage à découvrir. Ensuite on a comme autre personnage Xiaoling de la petite ours, hein, avec ses donuts dans ses cheveux qui me font fortement penser à Chun-Li de Street Fighter. Et on a également Katia de la couronne boréale. Alors Katia de la couronne boréale, c'est une chevalière de bronze aussi également, qui me fait fortement penser à Yoga du Cygne, hein. Elle utilise un petit peu le froid pour faire ses attaques, donc c'est vraiment pas mal. Ça c'est pour les protagonistes principales, donc les Sentia d'Athéna. Comme autre protagoniste que l'on va rencontrer également dedans, on va revoir certains personnages déjà connus. Alors, on va voir comme personnage connu Jabu de la licorne, Seiya de Pégase, Shun d'Andromède, Shiryu du dragon, voilà, de manière assez succincte, mais on va les revoir. Ensuite, on va également revoir Marine de l'Aigle comme chevalier d'argent et également Shina du serpentaire. On va les revoir aussi de manière assez succincte, mais on les revoit. Et on va découvrir dedans une autre chevalière d'argent qui est Mayura du Pan, donc chevalière d'argent du Pan, qui me fait fortement penser donc un peu à Shaka de la Vierge. C'est un peu dans le même style, un peu mystique comme ça. Et avec elle donc ces deux disciples qui sont donc Shinato et Mirai. Voilà, ça c'est pour faire la présentation des protagonistes que l'on rencontre. Alors, comment se déroule cette histoire et sur quoi est basée cette histoire? Cette histoire, elle est basée sur la bataille contre une
un méchant, une antagoniste que l'on connaît tous, c'est Eris. Donc la déesse Eris est ici le méchant, enfin, la méchante en l'occurrence, à défaire dans cette bataille. Alors, dans ce spin-off, on va également pouvoir découvrir certaines choses. Et il y a aussi parfois même une petite incohérence, enfin parfois, c'est pas parfois, il y a une fois une incohérence qui est mise en place, et c'est au tout début du manga, et je vous explique tout de suite pourquoi. Le manga il débute sur les Galaxian Wars, d'accord? Donc je vais pas faire un spoil de l'histoire, mais juste pour donner une idée comment ça débute. Donc c'est axé sur les Galaxian, enfin ça débute plutôt par les Galaxian Wars, et Saori Kido sait d'entrée de jeu qu'elle est Athéna. Et c'est là l'incohérence de la série, parce que Saori Kido ne découvre qu'elle est Athéna que bien plus tard dans la série originale. Ici, d'entrée de jeu, au moment des Galaxian Wars, elle sait qu'elle est Athéna. Alors je pense que la raison pour laquelle cette incohérence a été mise en place, elle est là pour deux raisons. La première, c'est que les Galaxian Wars, dedans, on découvre qu'il y a un but derrière ça. Il y a une idée qui a été mise en place. Les Galaxian Wars ne sont pas juste là pour faire s'affronter plutôt, des guerriers en vue de l'obtention d'une armure en or pour aucune raison apparente. Parce qu'au final, ils auraient pu faire un golf pour avoir l'armure ou taper les cartes, mais non. Ils se battent entre eux, mais il y a une raison, il y a un but derrière ça. Et donc, je pense que c'est déjà à cause de ça que Kurumada a décidé de mettre en place le fait que Saori Kido sait déjà qu'elle est Athéna. Même si ses pouvoirs ne sont pas encore éveillés, voilà, elle sait que c'est Athéna. Mais je pense que également le point principal pour le fait que c'était mis en place d'entrée de jeu, cette petite incohérence, c'est le fait qu'il faut mettre dans le bain tout de suite les personnages des Sentia. Et comme les Sentia sont la protection rapprochée d'Athéna, au service d'Athéna, comment les mettre en route dans l'histoire? Et je pense que c'est pour ça que Kurumada s'est dit, tiens voilà, on va mettre cette incohérence là, petite, hein, qui n'influence en rien le monde et l'univers de Sentia, mais on va la mettre en place pour directement mettre dans le main bouffe les Sentia. Je pense que c'est pour ça que ça a été fait. Donc, petite incohérence, voilà, qui n'influence en rien donc l'univers Sentia, mais qui est en place dès le départ. Donc, on reparle des Galaxian Wars et on va également revoir dedans la bataille du sanctuaire. Pourquoi? Parce que dedans, on va pouvoir avoir des petits flashbacks sur le moment où Saga a voulu assassiner Athéna, hein, étant bébé. Et on va également dedans découvrir, voire même redécouvrir certains chevaliers d'or comme Masque de Mort et Aphrodite des Poissons. Et quand je dis redécouvrir, c'est parce que là, Kurumada, encore une fois, a mis en place des informations qui font comprendre le comportement et les agissements de certains. Là, vous allez découvrir un Masque de Mort encore plus ignoble que ce que vous ne pouvez imaginer. Et en plus de ça, on va découvrir pourquoi Aphrodite des Poissons a adopté un comportement lors de la bataille du sanctuaire, alors qu'il savait d'entrée de jeu que Saori Kido était Athéna. Voilà. Donc voilà. C'est des parties scénaristiques que Kurumada a mis en place qui, je trouve, ont un intérêt énorme pour peaufiner, pour compléter la connaissance du manga original, je trouve. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, l'antagoniste principal ici, c'est la déesse Eris. Et là où Kurumada a été très intelligent dans la mise en place de son scénario, c'est que les chevaliers d'or, encore vivants, vont être utilisés dans cette histoire. Ça veut dire que, au final, les chevaliers d'or, après la bataille des 12 maisons et le début de l'Arcades, on ne les voit plus. Et là, Kurumada a décidé de continuer leur histoire. Et ça, c'est génial. Donc vous allez retrouver dans ce manga Milo du Scorpion, Alolia du Lion, Shaka de la Vierge, Aldébaran du Taureau, Mu du Bélier. Vous allez les retrouver tous les 5 dans l'histoire afin d'aider les Sentia à combattre Eris et ses dryades et ses chevaliers fantômes. Voilà. Donc là, franchement, au niveau scénario, je peux déjà vous dire, c'est du costaud. Et je ne vous donne que la trame principale. Si vous arrivez un jour à obtenir ces livres, soit que vous achetez, soit que vous louiez en bibliothèque, franchement, vous allez voir que le scénario, il est quand même costaud. Il y a vraiment du bon derrière, du lourd. Au niveau des personnages, donc j'ai dit, hein, on revoit des chevaliers d'or, hein, donc j'ai dit, hein, vous allez revoir Milo, Mu, Shaka, Aldébaran,
dit, hein, Milo, Shaka, Mu, Aldébaran, Aiolia. Voilà, Aiolia dedans aussi. Et on va revoir également d'autres personnages. D'accord, on va voir d'autres personnages. On va revoir également dedans des personnages comme Ptolémée de la Flèche. On va le voir succinctement. On va découvrir Rigal d'Orion. On va découvrir Jouan de l'Écu, Georges de la Croix du Sud, Astérion des Chiens de Chasse. Voilà. Ce sont des personnages qu'on va revoir, d'accord, dans ce manga, parce qu'il y a une petite histoire qui se rattache, même si elle est succincte, par rapport à ces personnages. Au niveau des antagonistes, du manga, donc je l'ai dit, il y a Eris qui est le personnage principal, la déesse principale. Et ensuite on a ces dryades avec Athée de la destruction, on a Hémonie de la méchanceté, qui sont ses filles, et Phonos qui est son fils. Voilà. Donc on a des personnages qui sont dedans, qui sont injectés. Et ce qui est bien, c'est que voilà, il y a vraiment du contenu, du liant dans cette histoire, et c'est ce qui fait que ce manga est très intéressant. Alors, que dire de plus sur ce manga? Je pense avoir fait un petit peu le tour sans trop spoiler, parce que c'est vrai que c'est pas évident de raconter, enfin d'expliquer ou de faire découvrir un manga sans spoiler. Que dire de plus? Au niveau de la lecture, c'est juste impeccable, c'est vraiment bien. Je vais faire une comparaison d'ailleurs par rapport à un autre spin-off. Donc ici au niveau de l'écriture texte, c'est clair, ça se lit facilement. Au niveau de la lecture graphique, ça se lit très bien aussi. Et je fais la comparaison tout de suite avec le Senseiya épisode G. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion de le lire et j'ai pas accroché du tout. Parce que au niveau du texte, c'est pas très, c'est très condensé, c'est chargé, c'est pas facile à lire. Et en plus au niveau graphisme, c'était très chargé aussi, c'était difficile à lire. Donc voilà. J'ai pas accroché du tout à l'épisode G au niveau scénaristique, au niveau graphisme, au niveau de l'esthétique, parce que même les personnages sont un peu bizarres, ils sont un peu filiformes comme ça. Que ici, voilà, les personnages ont vraiment tout leur charisme. Et même pour ceux que l'on revoit par rapport au manga original, il y a toujours les traits qui sont derrière. Aiolia, c'est Aiolia. Milo, c'est Milo. Aphrodite, c'est Aphrodite. Il n'y a pas un Aphrodite qui a été réinventé ou un masque de mort qui a été réinventé. Non, c'est vraiment des très beaux personnages et qui sont exactement pareils au manga original et qui sont cohérents avec les personnages du manga original. Voilà. Alors, c'est un manga qui va être adapté en animé d'ici 2019, si ça n'a pas changé. Qui actuellement donc est fait sur 10 tomes. Le 11e, donc je l'ai dit, arrive le 23 août 2018, donc dans un peu moins d'un mois et demi, et qui, je pense, au Japon n'est toujours que sur 11 tomes. Alors est-ce qu'il n'y aura réellement que 11 tomes et que le 11e tome sera le tome final? C'est possible. Après c'est vrai que c'est peut-être pas plus mal parce que 25 tomes comme Lost Canvas, c'est un coût hein, au niveau financier, hein, c'est un coût, hein, à 7,50 € ou 8 € le bouquin, ben, c'est pas forcément donné quand on en a 25, ça fait une belle somme. Maintenant 11 tomes, ça me semble un peu court quand même, surtout que j'ai pas l'impression qu'au bout du 10e tome on arrive sur la fin. Donc voilà. Il faudrait que j'aille revérifier, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que 11 tomes au Japon actuellement, à vérifier. Donc voilà, ça va sortir en animé. Alors évidemment, qui dit sortir en animé, dit bah, probablement sortir en mi-close. Alors, si ça sort en mi-close, est-ce que ça en aura un intérêt? Moi, je vais dire que oui. Je vais dire que oui parce que les personnages sont intéressants, attachants, on s'y intéresse. Les constellations ne sont pas des constellations connues, donc fatalement ça amène des nouveaux personnages, des nouveaux totems, des nouvelles figurines. En plus, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'elles ont des tenues vestimentaires. Donc en plus de leur armure, ce ne sont pas des armures intégrales. Donc du coup, tout ce qui est jupe, etc., ben, ça pourrait être peut-être fait en tissu. Je ne sais pas comment Bandai pourrait amener ça si jamais ils décident de faire les mi-close. Mais je pense que d'ici 2019-2020, les mi-close, elles vont arriver. Après, toujours la même chose. À quel prix ça hein, on sera encore étonné du prix que ça coûtera, mais voilà, je pense que ça arrive. Après, est-ce que ça a l'intérêt de les collectionner? Bah, ça, c'est à tout un chacun de le voir. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce manga. J'espère avoir pu vous donner l'envie de découvrir ce manga,
que ça n'a pas été trop rébarbatif au niveau de l'explication ou qu'il n'y a pas eu trop de spoil, je pense pas. Je pense d'avoir été assez vague dans le truc. Je vous invite fortement quand même à le lire, à venir le découvrir parce que franchement ça vaut vraiment la peine. Et je peux vous dire qu'il est rempli de surprises. Il est vraiment rempli de surprises, il y a vraiment de très belles choses au niveau scénaristique, pardon. Donc je vous invite fortement à venir le découvrir. Voilà. Là-dessus les amis, je vous dis à très bientôt. Il y aura encore des vidéos découvertes de manga. Je pense que je vais faire la même chose avec le Lost Canvas et Lost Canvas Chronicles, pour ceux qui n'auraient jamais découvert ça. Voilà, je pense que c'est un petit intérêt quand même, au niveau découverte et au niveau partage. J'espère que ça vous aura plu. Là-dessus, je vous dis à toutes et à tous de très bonnes vacances. Faites attention sur les routes, si jamais vous prenez la route en vacances, c'est toujours des périodes parfois un petit peu critiques. Je vous dis à très bientôt. Je n'ai pas encore d'idée de quand sera la prochaine review parce que c'est les vacances et que tout tourne un petit peu ralenti chez tout le monde. Donc voilà, pas de précipitation. Peut-être que ce sera à la rentrée. Je ne pense pas. Je pense qu'il y en aura une avant la rentrée, mais on verra. Il n'y a pas d'urgence là-dessus. Voilà, salut les amis, je vous dis à tous à très bientôt. Ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.